Social selling. Tester d'autres audiences avec votre meilleure publicité, c'est s'enlever du coup une énorme inconnue de l'équation. Lorsque vous testez des audiences, vous devez les tester forcément avec quelque chose qui a fonctionné par le passé, parce que si ça ne fonctionne pas, vous ne saurez jamais si c'est à cause de l'audience ou c'est à cause de votre publicité. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de ce mercredi, alors vous avez probablement loupé la première partie. Si c'est le cas, arrêtez l'épisode et rendez-vous sur l'épisode du mercredi dans lequel on introduisait et on expliquait quelles étaient les premières optimisations à mettre en place pour descendre son coût par acquisition. On avait expliqué qu'est-ce que c'était LCPA, quelles étaient les métriques qu'on regardait, quelles étaient les raisons internes et externes à une hausse du coût par acquisition, et on avait aussi donné quelques premières optimisations au niveau du paramétrage. D'ailleurs, on terminait l'épisode sur le cost cap. Donc à partir de maintenant, vous avez la suite de l'épisode, à savoir des optimisations de paramétrage, d'audience créative, tunnel de vente et d'offres. Voilà. Donc si vous avez déjà écouté l'épisode, tant mieux, ça commence tout de suite. On enchaîne, avoir une campagne annexe qui fait baisser votre CPA globalement. Alors là encore, ça va revenir à ce qu'on se disait avec le Power 5 et le fait que on s'éloignait un peu du Power 5, on s'éloignait des bonnes pratiques de méta qui nous disaient de n'avoir que quelques campagnes, rien de plus. Non, nous, la plupart de nos très gros comptes ont scalé de façon horizontale, c'est-à-dire que quand je dis scaler, c'est l'idée d'augmenter son budget sur une campagne, d'augmenter son budget sur une audience, d'augmenter son budget sur le compte en général. Et nos plus gros comptes ont énormément de campagnes qui tournent en même temps. D'ailleurs, ça joue évidemment, mais d'avoir des budgets qui sont plus petits avec ces autres campagnes, on le sait tous, il est plus facile d'avoir de bons résultats avec un petit budget. Et l'idée du coup, c'est d'avoir plein de campagnes de tests pour ne garder que le meilleur, les laisser tourner, ne pas les couper une fois que vous avez trouvé le meilleur élément. Et nécessairement, à force d'avoir plein de petites campagnes comme ça qui ont des budgets ou en tout cas des coûts par acquisition qui sont très très bas, nécessairement ça va influer le coût par acquisition global de votre compte et ça va l'influer à la baisse. Ensuite, nous avons mettre des règles automatiques, notamment pour couper volontairement la diffusion à certains moments de la semaine. On a testé ça sur les squads Facebook Ads pour du retargeting, c'est-à-dire qu'on observait qu'à chaque fois, le week-end, on payait beaucoup trop cher nos conversions et que c'était que, en plus de ça, Meta nous faisait dépenser beaucoup plus d'argent lors des week-ends que le reste de la semaine. On ne sait pas pourquoi. Du coup, on a commencé à lui imposer d'arrêter la campagne tout simplement le week-end et de la relancer le dimanche soir, et on a vu de très bons résultats. Donc mettre des règles automatiques, ça peut vous aider. Et aussi, pour terminer, supprimer le gaspillage. Il faut comprendre que lorsque vous avez assez de données, lorsque vous avez lancé assez de campagnes, vous pouvez utiliser le volet que j'adore, qui s'appelle le volet breakdown. Alors, j'ai pas le Ads Manager en français, mais c'est l'idée de regarder comment c'est dépensé votre argent sur les genres, sur l'âge des personnes, sur quel emplacement, quels ont été les coûts par acquisition. Alors, il peut pas vous donner tout le temps tous les coûts par acquisition. Il me semble que les achats, vous pouvez pas le voir. Par contre, vous verrez du coup quelles sont les dépenses. Mais par exemple, sur les leads, c'est certain. L'idée, en fait, c'est de voir, OK, après tous ces tests que j'ai faits, je veux voir, est-ce que le Audience Network, c'est un emplacement intéressant pour moi? Oui, non. Est-ce que Instagram, c'est intéressant pour moi? Est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement? Et finalement, c'est dès lors que vous lancerez une prochaine campagne, c'est de se dire, là, je sais de source sûre que, par exemple, les hommes de 18 à 25 ans, ça me coûte trop cher pour rien. Donc, je vais les supprimer de mon ciblage et comme ça, je vais éviter le gaspillage au début et du coup, éviter d'avoir un CPA trop élevé parce que Meta va toujours tester un peu au début cette tranche de la population alors que je n'en ai pas besoin. On enchaîne, on parlait du coup des paramétrages et maintenant on va parler de ce que vous pouvez faire sur les audiences. Alors, à nouveau sur les audiences, vous pouvez supprimer le gaspillage, c'est-à-dire que je vous ai donné des emplacements, mais vous pouvez évidemment faire la même chose avec des critères d'intérêt, vous pouvez faire la même chose avec des critères démographiques. Pour le e-commerce qu'on gère,
C'est comme ça qu'on a commencé. Au début, on était en broad. On a vu que la plupart de notre budget, la plupart de nos conversions étaient sur des femmes de 45 à 65 ans et plus. Et petit à petit, je suis arrivé à ce segment uniquement. Une broad aux États-Unis, c'est quoi? C'est 230 millions de personnes. Et à la fin, j'étais à peut-être 50 millions, voire une grosse vingtaine de millions, parce qu'après, j'ajoutais des critères d'intérêt. Mais vous avez compris l'idée, c'est juste d'éviter de gaspiller de l'argent sur des emplacements ou des personnes qui ne vous servent absolument à rien et qui pourtant sur lesquelles Meta va tester au début. Ensuite, vous avez évidemment testé d'autres audiences avec votre meilleure publicité, et ça, c'est impératif. Vous ne devez pas commencer à tester des audiences, alors à moins que vous commenciez totalement, que vous n'ayez aucun apprentissage en termes de publicité comme en termes d'audience. Bon, là, c'est sûr qu'il va falloir se mouiller, mais tester d'autres audiences avec votre meilleure publicité, c'est s'enlever du coup une énorme inconnue de l'équation. Lorsque vous testez des audiences, vous devez les tester forcément avec quelque chose qui a fonctionné par le passé, parce que si ça ne fonctionne pas, vous ne saurez jamais si c'est à cause de l'audience ou c'est à cause de votre publicité. Ensuite, nous avons ajouté des exclusions. Effectivement, je suis un grand fan des exclusions. Pourquoi ? Parce que votre campagne d'acquisition, si vous n'avez pas mis d'exclusion, elle peut très bien cibler votre audience chaude, c'est-à-dire les personnes qui ont engagé avec vos publicités, les personnes qui ont vu votre site, ou même votre audience peut aller cibler une autre audience d'acquisition et du coup faire augmenter votre CPA de manière générale, ou en tout cas votre CPA en retargeting, parce que si votre campagne d'acquisition elle a un énorme budget et qu'elle peut cibler des audiences de retargeting, nécessairement elle a beaucoup plus de poids que votre campagne de retargeting qui elle a un plus petit budget, qui a une audience plus petite, donc elle risque de moins supporter la concurrence avec votre campagne d'acquisition. Donc l'idée pour le coup, c'est de mettre des exclusions. Alors, effectivement, ça peut entraîner des CPA plus élevés le temps que ça relance l'apprentissage. Mais de manière générale, je trouve que c'est une très bonne base à mettre tout de suite en place. Et ensuite, pour les audiences, il y a à peu près 3 audiences en acquisition sur lesquelles on travaille. On a les lookalike, on a les critères d'intérêt et on a la broad qui est simple, qui est juste de mettre le pays sur lequel vous faites de la publicité et aucun autre critère, que ce soit démographique ou que ce soit d'intérêt. Donc, en testant ces 3 audiences, vous pouvez mixer les 2 premières ensemble, à savoir les lookalike et les intérêts. On appelle ça les audiences all. On a déjà testé, on a déjà eu des résultats avec. Ensuite, vous avez joué avec les pourcentages des lookalike, parce que vous pouvez mettre des pourcentages de 1 jusqu'à 10%. Ça augmente le volume, mais forcément, ça dilue un peu la qualité en théorie de votre audience. Vous pouvez aussi mettre à jour les sources de vos lookalike, c'est-à-dire que si vous faites des extraits, par exemple, vous prenez votre liste de prospects, votre liste de clients sur Klaviyo ou sur Shopify et que vous l'importez sur Facebook, effectivement, ça se met pas toujours à jour, donc vous pouvez refaire des imports, vous pouvez rajouter des leads et ça mettra à jour du coup vos audiences lookalike et ça les affinera. Ensuite, certaines audiences fonctionnent mieux sur des petits comptes. Paradoxalement, on retrouve beaucoup plus, et ça c'est un social selling que j'avais dû faire en mai 2022, disons autour de cette date, sur lequel je faisais une analyse sur les gros versus les petits comptes. Et voilà, paradoxalement, on retrouve beaucoup plus de lookalike sur des comptes qui sont à $10 000 par mois que sur des gros comptes qui sont à $60 000 par mois, où là, on retrouvera à 80%, si ce n'est plus, du budget en acquisition qui part sur des audiences broad plutôt que sur des audiences intérêt ou lookalike. Aussi, isoler vos meilleures audiences est une excellente occasion de faire des tests de créatifs et c'est justement dont nous allons parler en 3e point, les créatifs. Il faut comprendre qu'une publicité grossièrement à 4 à 5 niveaux d'optimisation. Vous avez le hook, qui est la phrase d'accroche au-dessus du copy. Vous avez le copy, donc le texte que vous mettez dans votre publicité. Vous avez le titre, vous avez le visuel, alors que ça soit carrousel, que ça soit une image, que ce soit un gif, que ce soit une vidéo. Et aussi, vous avez la vignette pour une vidéo, ou comme j'ai tendance à l'appeler, le thumbnail. Bon, du coup, votre CPA augmente, eh bien une première chose à faire, ça pourrait être de décliner votre meilleure publicité dans des versions différentes. Par exemple, avec J7 Media, j'ai noté qu'il y avait une audience qui fonctionnait très très bien, que j'avais une publicité qui, malgré tout ce que j'avais pu tester auparavant, ne se faisait jamais battre. En fait, eh bien, j'ai lancé une toute nouvelle campagne où je prenais cette publicité uniquement et je testais des titres. Je testais plein de variations de ce titre, du titre que j'avais à la base, et ensuite j'isolais le meilleur
Et à partir de ce titre qui était isolé, je lançais une nouvelle campagne d'acquisition où là, cette fois, je testais des hooks avec le titre que j'avais choisi avant. Et là où j'avais un coût par lead à $15, où je dépensais peut-être par semaine peut-être $300, eh bien là, je me suis retrouvé avec des éléments qui ont dépensé plusieurs centaines de dollars et qui génèrent des leads entre 8 et $9. Donc, j'ai radicalement et drastiquement diminué mon coût par acquisition simplement avec une publicité qui existait déjà. Je n'ai passé aucun temps à attendre qu'on me fasse d'autres pubs. Ça a été une action immédiate et qui a eu de très bons résultats à terme et que je continue et que d'ailleurs, on va continuer à mettre en place pour d'autres comptes. Ensuite, vous avez relancé d'anciens créatifs. On en a aussi parlé plusieurs fois sur Social Selling, mais c'est pas parce que vous coupez votre publicité qui avait bien fonctionné, mais qui d'un coup ne fonctionne plus, que dans 1, 2, 3 mois, 4 semaines, vous ne pouvez pas la relancer sur une nouvelle campagne, ou d'ailleurs relancer même la campagne que vous aviez stoppée. Si relancer un visuel sur une campagne en Advantage Plus ou en Dynamic Creative fonctionne, eh bien pourquoi pas relancer une vieille campagne qui a eu un peu de temps, un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Ça peut totalement fonctionner et ça nous a même servi pendant un Black Friday, pour vous dire. Voilà. Maintenant, si on doit partir des éléments qui ont donné de bons résultats largement sur notre parc d'annonceurs, eh bien, je vous conseillerais d'utiliser d'abord les éléments familiers, c'est-à-dire de se rapprocher des interfaces que votre client utilise. L'exemple le plus probant et là où on a eu plein de résultats et dont je parle d'ailleurs dans l'académie, c'est par exemple, on ciblait une audience qui sont des créateurs de contenu vidéo, et bien pour attirer leur attention dans la publicité, dans le visuel que j'utilisais, eh bien je montrais des interfaces d'outils pour faire de l'editing de vidéos en fait, c'est-à-dire mettre des bouts de vidéo les unes sur les autres et en faire un film. J'utilisais cette interface. Et ben tout de suite, on a eu de bien meilleurs résultats parce que l'audience à laquelle je parlais, c'était un outil qu'elle utilisait constamment. Et c'est un outil, du coup, quand elle voit ce genre d'interface, elle se dit, OK, ce contenu, il est pour moi, il est adressé à moi. Ça, c'est ce que j'appelle les éléments familiers. Ensuite, on aura évidemment l'indétrônable, le UGC, le User Generated Content. Donc, par exemple, se filmer en train de faire un unboxing, se filmer aussi en train de faire un inboxing, c'est-à-dire remplir le colis d'un client. Ça a très bien fonctionné aussi pour nous. On va avoir des témoignages clients le plus brut possible. Ça, franchement, je vous encourage à le faire. Plus c'est brut, plus il y a des chances que ça fonctionne. Surtout si vous êtes un infopreneur aussi ou un coach, osez vous montrer face à la caméra. Vous vendez de l'humain, donc vous êtes quasiment obligé de le faire. Ça aura beaucoup plus d'impact que si vous utilisez des photos Shutterstock ou des photos, peu importe. Vous vendez de l'humain, vous êtes un coach, montrez-vous face à la caméra, montrez-vous comme vous êtes et ça va très bien marcher. On aura aussi, et ça on en avait parlé récemment sur les squads Facebook Ads, on a l'effet breakdown. L'effet breakdown, c'est très simple, vous prenez votre produit, ça marche évidemment mieux avec des produits, et en fait, vous mettez des flèches qui pointent vers votre produit en expliquant tous les avantages ou tous les ingrédients ou tous les... oui, vous avez compris, en fait, tous les points positifs que peuvent amener la consommation, en tout cas l'utilisation de votre produit à tous les jours, de façon tous les jours. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve énormément dans les produits pour le sport. Ça peut être de la nourriture, ça peut être de la boisson, ce genre de choses, mais on a pu aussi le tester sur quelque chose de complètement différent, genre des bateaux, et ça a plutôt bien fonctionné. Aussi, on en a parlé dans les squads, mais le fond vert avec votre site derrière. Donc, l'idée, c'est de se mettre en vidéo et d'afficher votre site derrière vous et vous parlez de votre site, vous expliquez pourquoi c'est un bon site, quelles sont les personnes qui doivent se rendre dessus, qu'est-ce que vous trouvez à quel endroit. Ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Et aussi, un autre concept, c'est afficher de vrais commentaires sur vos visuels. Donc, l'idée, c'est de faire des screenshots de commentaires que vous avez pu recevoir par message sur Facebook, sur Instagram, parce que nécessairement, ça se ramène un peu aux éléments familiers aussi, mais c'est une interface que les gens connaissent. Et puis surtout, ça montre un peu votre bonne foi, c'est-à-dire que vous avez un produit, alors je dis en théorie, mais vous avez un produit ou un service qui est réellement fonctionnel et sur lesquels les gens qui ont passé commande sont contents et en parlent et viennent vous dire merci. Voilà, donc forcément, c'est du social proof et ça fonctionne particulièrement bien. Voilà, il y aurait plein d'autres concepts, mais on va passer à la suite, au tunnel de vente. Et là, il y aurait 2 grandes catégories à voir. La première catégorie, ça serait la catégorie technique. Il y aurait l'affichage mobile,
de votre tunnel de vente. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas quelque chose qui est toujours acquis et sur lequel on pense. Donc vraiment, ça c'est quelque chose. À chaque fois que je lance quelque chose avec J7 justement, je m'envoie l'URL sur mon téléphone. Je regarde pas ce que rend la preview de ma landing page depuis mon PC via un émulateur, parce que on peut avoir de mauvaises surprises. Donc je me l'envoie toujours sur mobile pour bien vérifier que tout s'affiche bien, que le texte ne soit pas trop petit, etc. Vous avez forcément aussi la vitesse d'affichage. Si votre site il met 3 secondes à s'afficher, faut pas trop vous poser de questions. C'est nécessairement un point qui va être très important à corriger, parce que on n'est plus au début d'Internet, et je connais des sites où quand on va dessus, ça met un temps considérable à s'afficher. Alors j'ose même pas imaginer sur un mobile avec une 3G pas terrible, ou une 4G d'ailleurs qui elle aussi n'est pas terrible. Vous avez l'idée. Et surtout, il y a le tracking. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez le pixel Facebook? Et si oui, qu'est-ce qui vous empêche encore de passer au Conversion API, à savoir la version la plus récente du tracking avec Facebook, sachant, et on en a parlé sur Social Selling avec Rémi qui est notre expert tracking. On en a fait un épisode fin 2022 que je vous recommande chaudement d'aller écouter. Mais avoir le Conversion API, c'est déjà une victoire en soi par rapport à ce que vous avez avant. Donc évidemment, le Conversion API, c'est quelque chose que vous devez absolument avoir sur votre tunnel de vente. Et la deuxième catégorie, eh bien, comme pour les audiences, comme pour les créatifs, il va falloir tester. Et vous aurez encore plein de sous-segments. Vous aurez par exemple testé les éléments que vous avez sur ce qu'on appelle la Heroes section, à savoir lorsque vous arrivez sur la landing page, tout ce que vous voyez en début sans avoir besoin de scroller, c'est ce qu'on appelle la Heroes section. Et bien là, c'est de faire plein de tests sur la Heroes section, évidemment de voir à quoi ça correspond aussi en termes de mobile, parce que en mobile, vous pouvez pas avoir autant d'éléments que sur la version PC. Donc bien faire attention à ça. Ensuite, vous avez forcément les éléments sous la Heroes section. Encore une fois, la même chose, tester, rajouter des éléments qui pourraient vous permettre de mieux convertir, voir ce que ça rend en mobile. Ensuite, quelque chose qu'on a évidemment testé énormément de fois, mais la création d'une page de vente dédiée. Lorsque vous êtes un e-commerce, je parle, très souvent, on peut renvoyer sur une page produit sur votre site. Le problème, c'est que sur votre site, vous avez une montagne de boutons, de références, d'options, d'outils, etc. Le problème, c'est que plus vous avez le choix, plus vous avez de ce que j'appellerais de porte de sortie, plus il y a de chances que les personnes elles prennent cette porte de sortie, elles ne convertissent pas. Alors qu'une page de vente dédiée, ça vous permet d'avoir une expérience qui est linéaire, sur laquelle il n'y a pas de porte de sortie. Et vous pouvez en attendre, si elle est bien faite, un taux de conversion qui est plus élevé que sur une page de produit. Mais encore une fois, ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. C'est encore une fois quelque chose à tester, ok ? Et dernière chose, et là ça va plutôt, parce que là je vous ai parlé des e-commerce, mais pour des lead gen, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup testé et qui fonctionne très très bien. C'est de faire de la création de pages nichées. On a un client qui lui est un lead gen qui met en relation des particuliers, donc des civils, avec des entrepreneurs du bâtiment pour rénover leur maison. Au début, on faisait de la publicité pour rénover la maison de façon un peu générale, et puis on a commencé à faire des pages nichées par type de rénovation et surtout par type de pièce. À savoir, rénover sa salle de bain, c'est pas la même chose que rénover son salon ou rénover son jardin. Et du coup, vous avez compris, on a fait des pages nichées par type de rénovation, et ça a super bien fonctionné. On a eu de bien meilleurs coûts par acquisition à ce niveau-là. On arrive à la fin de cet épisode et on arrive aussi à la fin des dernières optimisations. On arrive du coup à l'offre. Eh bien, effectivement, l'offre est votre premier levier à sécuriser. Une mauvaise offre vous donne directement un mauvais CPA. On l'a évidemment expliqué dans le début de l'épisode. C'est pour cette raison que l'offre est à la base de notre méthode. Alors là, par contre, je ne parlerai pas des offres qui existent et qu'on a testées parce qu'il y en a énormément. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à nous rejoindre sur la J7 Academy. On a un calendrier d'offres, on a un annuaire d'offres limite, tellement on en a. Stéphanie Tifo en présente régulièrement à nos membres. Stéphanie Tifo, pour ceux qui nous rejoignent, c'est la directrice stratégique qui passe régulièrement sur Social Selling. Donc, globalement, si vous voulez en savoir plus sur des offres qui existent, rejoignez l'Académie. Maintenant, si il faut améliorer votre offre existante, si vous persistez à penser que votre offre, il suffit de l'optimiser un peu, eh bien,
le point sur lequel il faut absolument travailler, c'est la valeur perçue, ok? Et ça fonctionnera autant sur les lead gen que les e-commerce ou les infopreneurs. Là-dessus, on va se baser un peu sur la méthode de Alex Hormozy qui a sorti l'excellent bouquin 100 Million Offer. En gros, l'offre à $1 million, quoi. Et l'offre à $1 million. Et globalement, il nous sort un peu les éléments sur lesquels on doit travailler pour améliorer une offre sans pour autant ajouter des, enfin si du coup vous pouvez ajouter des cadeaux, ça c'est quelque chose qu'on a pas mal testé et qui fonctionne particulièrement bien, mais ça va être par exemple d'améliorer votre copywriting, d'améliorer quels sont les vrais bénéfices, parce que très souvent quand on parle d'offre, on va dire tous les détails d'une offre, mais en fait chaque détail doit apporter un bénéfice. On en parlait sur social selling, mais sur d'anciens épisodes, mais comment dire, par exemple de dire que allez, j'essaie de vous trouver un exemple on the fly comme dirait Antoine Gagné. Par exemple de dire que allez, ok, vous avez une souris de gamer, donc pour jouer aux jeux vidéo, eh bien votre souris par exemple, elle vous permet d'avoir un DPI de 1500, ok. Si vous y connaissez pas beaucoup, 1500 ça veut absolument rien dire pour vous, ça n'a aucun impact sur votre utilisation de la souris. Ok, maintenant je vous dis 1500, ça vous donne une précision de souris qui est inégalable. Aucune souris au monde ne peut atteindre ce point de DPI. Donc forcément, vous serez meilleur, vous serez plus précis. Bah là, tout de suite, l'offre, elle est différente, ok ? C'est la même souris et pourtant, on vous l'a un peu mieux expliqué. Vous arrivez à vous projeter dans cette souris, vous arrivez à vous projeter sur ce que vous pouvez faire avec. Donc ça, c'est que du copywriting, ok ? Du storytelling aussi, d'ailleurs, ça fonctionne très très bien. Ajouter des éléments de réassurance. Alors là, c'est surtout ajouter, par exemple, du support, de dire que si jamais vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse dans les 30 jours. Ajoutez aussi des tableaux comparatifs. Ça, lorsque vous faites des comparatifs d'offres entre votre offre et des offres qui existent ailleurs, à nouveau, si votre offre elle est meilleure, vous avez tout intérêt à le montrer, à le démontrer grâce à ce genre de tableau. Utilisez des témoignages aussi, si ça marche en publicité, et ça marche évidemment aussi sur des tunnels de vente, et ça marche aussi pour des offres. Utilisez des éléments d'urgence, de rareté. Vous voyez tout ce genre de petits points qui sont un peu généraux, qui sont un peu du marketing finalement, et pourtant qui ont une incidence directe avec la valeur perçue de votre offre. Et avant de terminer, il y a aussi un autre point sur lequel on travaille pas mal et on a eu de bons résultats, mais c'est aussi de travailler votre offre par rapport à la saisonnalité. Je m'explique. Un élément le plus parlant qu'on ait pu avoir dernièrement, fin 2022. On travaille avec un client qui vend un produit unique et le seul truc qui change avec ce client, c'est finalement la couleur de ses produits. Eh bien, pour Halloween, on a décidé de mettre de l'avant plutôt, deux couleurs en particulier, la couleur orange et la couleur verte, la couleur un peu citrouille, vous aurez compris, la couleur zombie, bref. Et on l'a mis en avant sur les créatifs, on a dit « Oh, regardez ce nouveau produit aux couleurs d'Halloween », et on l'a mis avec la même offre que d'habitude, c'est juste qu'on a ajouté de la saisonnalité. Eh bien, je peux vous assurer que ça a très très bien fonctionné. Évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, mais vous avez compris l'idée, créer des offres en fonction des saisons, c'est nécessairement être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus percutant. Voilà, on a terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai parlé de plusieurs choses. Je vous ai parlé de l'Esquad Facebook Ads, donc notre service de newsletter gratuit. Chaque lundi, vous recevez des optimisations en publicité Facebook. Le lien est en description pour s'inscrire. Je vous ai parlé du pass de l'Esquad Facebook Ads parce que effectivement, lorsque vous inscrivez à l'Esquad Facebook Ads, ce n'est pas rétroactif et nécessairement, vous passez à côté là d'une 60aine d'optimisations de publicité en tout genre et qui peut s'adapter à n'importe quel annonceur. Encore une fois, si vous voulez acquérir le pass de l'Esquad Facebook Ads, je vous mets le lien en description. Et il y a aussi la J7 Academy, le service haut de gamme pour média buyers avancés en publicité Facebook qui tient à être toujours au courant des meilleures choses, qui aimerait d'ailleurs savoir qu'est-ce qui a fonctionné chez J7 Media dans les 30 derniers jours, parce que ça, c'est le genre de workshop que j'anime dans la J7 Academy. Genre, de façon ultra transparente, je vous dis, voici ce qui a fonctionné. Et d'ailleurs, voici ce qu'on va tester, voici ce qu'on pense lancer d'ailleurs en termes d'offres, etc. Donc, c'est vraiment une chance pour un média buyer, que ce soit un annonceur ou quelqu'un en agence, d'avoir accès à ce genre de contenu. Surtout qu'aussi, on vous donne un accès à notre Slack. Donc, vous pouvez venir nous parler, venir me parler, même me booker pour des rencontres, pour qu'on parle un peu de votre stratégie, pour qu'on parle d'une campagne qui fonctionne pas. Bref, c'est vraiment un super service. Donc,
À nouveau, le lien est en description. Et pour terminer, avant de terminer, double terminer, si cet épisode vous a plu, si cette série d'épisodes vous a plu, eh bien sachez que ça me ferait énormément plaisir que vous me mettiez une petite note sur Social Selling, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify si c'est possible. Bref, que vous en parliez, que vous nous mettiez un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, j'adore discuter avec vous quand vous venez me parler sur LinkedIn pour me dire « Ah tiens, j'aime bien Social Selling, etc. » N'hésitez pas, je suis hyper ouvert à la discussion. Si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde, il n'y a pas de problème, venez m'en parler. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter et, si possible, d'en faire un épisode. Bref, beaucoup d'annonces. Cette fois, on a terminé pour de bon. Je vous remercie encore une fois d'avoir été avec moi pour cette série d'épisodes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.